Alors dans la vidéo de la semaine dernière, je t'ai présenté comment je code efficacement avec l'IA. Je t'ai présenté un petit peu mon workflow, je t'ai présenté un petit peu mon modèle que j'appelle le modèle de l'entonnoir. En gros, l'idée c'est de donner du contexte plutôt large à l'IA pour lui dire de coder finement sur une feature précise, un scope précis, etc. Et dans cette vidéo, ce que je t'avais montré, je t'avais dit à la fin, j'avais dit que c'était important que tu valides ta propre architecture, ta propre manière de coder, tes propres règles, et qu'ensuite, une fois que tu as tes propres règles, eh bien, tu peux lui donner des exemples. Tu peux donner des exemples à Cursor via le composer pour ensuite lui dire bah, génère du code équivalent à celui-là, etc. Et du coup, eh bien, ça permettait d'avoir ton modèle d'entonnoir et de le faire rentrer dans les clous pour te générer du code efficacement. Puis je t'avais dit, c'était mon setup du moment. Il est peut-être amené à évoluer. Eh bien, il a déjà évolué puisque eh bien, je me suis rendu compte qu'on pouvait directement ajouter ces règles dans Cursor et c'est ce que je vais te présenter maintenant. Alors, j'avais prévu d'éditer la vidéo puis finalement, je me suis dit ça va être un peu long, donc c'est fait l'objet d'une nouvelle vidéo sur ce format. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de voir, mais comme ça, eh bien, ça te permettra de voir un petit peu ça. Alors, je te rappelle un petit peu la doc de Cursor ici. Avant, tu pouvais mettre comme ça des règles générales. D'ailleurs, je crois que ça fonctionne toujours. Enfin, c'est toujours supporté. Mais maintenant, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir en fait avoir tes propres règles sur ton projet. Donc, tu vas aller dans les settings de Cursor et tu vas pouvoir ajouter autant de règles que tu veux. Donc, du coup, ça va être plutôt sympa parce qu'on va pouvoir appliquer notre modèle d'entonnoir directement dans nos projets Cursor. Et c'est ce que je vais te montrer immédiatement. Alors, là, tu as ton projet Cursor, je te la fais rapide. Ici, tu vas dans la palette, tu vas dans les settings ici. Et là où avant, tu avais ici les règles générales, eh bien, maintenant, tu vas pouvoir directement ici ajouter tout un tas de règles spécifiques. Et pour le coup, donc tu fais comme ça, tu fais ajouter, nouvelles règles. Et du coup, ces règles, elles vont se retrouver ici dans un dossier .cursor, .rules. Et du coup, tu vas pouvoir les committer à ton projet. Et tu vas pouvoir, à chaque fois qu'un utilisateur va les récupérer, il aura accès à toutes ces rules et il va te générer du code commun malgré le nombre, enfin peu importe le nombre de développeurs qui travaillent sur le projet. Donc c'est avec un fichier MDC, c'est un Markdown, je crois, je sais plus ce que ça veut dire MDC, Markdown. Je sais plus ce que ça fait, faudrait que je regarde ce que c'est. Mais bref, en tout cas, c'est un format Markdown. Et l'idée ici, c'est qu'il te dit si tu regardes la documentation, ici, c'est qu'il te dit qu'il faut utiliser quelques key features, ils appellent ça. Et en gros, on te dit que, eh bien, pour chaque règle, ça peut inclure une description. Donc, c'est la description là-haut. Ensuite, on spécifie un globe, c'est-à-dire un pattern pour dire là où ça va s'appliquer. On peut attacher automatiquement aussi des fichiers, on peut spécifier des folders, etc. etc. Donc, c'est relativement... Je vais te montrer ça rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Déjà, c'est que j'ai appliqué mes règles fonctionnelles générales. Donc là, c'est des règles... Alors, je la fais rapide. Je suis ici en monorepo, donc toutes les applications sont dans app, là c'est un exemple de test, et ensuite dans package persistance, eh bien, tu peux réutiliser des packages, et par exemple typiquement ici, première chose, je lui spécifie que voilà, on a des applications web qui sont dans le répertoire monorepo et que c'est découpé comme ça, etc. Donc c'est plutôt quelque chose de fonctionnel général. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les règles, je vais retourner ici sur la console, sur les settings plutôt. On a les règles plutôt techniques. Et donc là, les règles techniques, c'est ce que je te disais tu peux aller voir la vidéo sur l'entonnoir, c'est que tu rentres comme ça de plus en plus de manière précise. Et donc du coup là, par exemple, eh bien, je lui dis voilà, tu es un expert TypeScript, Node, Next, tu utilises ChatCN, Radix, etc. Tu fais une bonne séparation des concerns. Tu utilises principalement l'AppRouter, tu fais des React Server Components, tu appelles des serveurs actions. Tu évites de faire des fetch côté client et tu mets ça côté React Server Component et dans la couche DAL, Data Access Layout, le Service Layer. Donc là, tu parles vraiment de choses techniques, comment architecturer ton application avec les DTO, avec Drizzle, etc. Donc là, tu lui donnes des choses techniques. Donc là, je n'ai pas spécifié de globs parce que c'est un peu des choses génériques, enfin générales qu'on lui donne. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, pour chaque couche de ton architecture,
eh bien, tu vas pouvoir lui spécifier des règles spécifiques. Par exemple, ici, eh bien, ici, comme je te disais, on est en monorepo. La présentation, ben, c'est dans app. Et après, on a persistance, etc. Et par exemple, si on va dans la présentation ici, on va lui donner les règles de la présentation. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on lui dit un peu comment sont regroupées nos routes, comment c'est organisé, comment, en gros, ben, on fonctionne avec les formulaires, les boutons, etc., etc. On lui dit comment on appelle la couche DAL. Alors ça, c'est intéressant, typiquement. Alors, je l'ai fait avec l'IA un peu hier pour te montrer rapidement. C'est des choses qui sont amenées à évoluer. Mais par exemple, typiquement ici, en fait, il m'a repris des exemples de code qu'il y avait dans l'application. Mais en fait, ici, ce qui est bien, c'est que tu peux faire arrobas comme ça et tu peux lui mettre, je sais pas, par exemple, si tu as un action.tsx, tu lui dis, bah tiens, regarde cette action-là. Au lieu de mettre du code directement ici, il est capable de pointer comme ça sur des fichiers ou des variables d'environnement ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, par exemple, on a défini pour la présentation. Qu'est-ce qu'on a défini pour la présentation? Bah, ce que je te disais, toutes les règles un peu basiques que tu fais avec Next, les best practices, comment tu gères le formulaire, comment tu gères les erreurs, le loading state et les contraintes d'architecture. Et notamment, on lui spécifie par exemple, puisque ici, nous, c'est ce qu'on voit dans Next Mastery, hein, dans la formation pour devenir développeur full stack Next. Par exemple, je lui donne toutes les règles du linter. Par exemple, j'interdis que dans mes applications dans Next, qu'on puisse appeler, par exemple, directement des choses qui sont depuis persistance ou repository. Ça, c'est un petit peu une erreur de débutant. Les gens, ils appellent une persistance, ils appellent des fichiers liés à la base de données ou repository. Et du coup, eh bien, OK, ça fonctionne, mais tu passes pas par la couche service avec la validation, l'authentification, le RBAC, etc., etc. Donc, typiquement, on lui dit que ça doit respecter ces patterns-là. Et ça, en fait, comme ça, il va éviter, lui, il va se baser sur ces règles de linter et il va pas, en fait, importer des choses qui viennent de la base de données ou des choses comme ça directement dans tes services. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, qu'on utilise des façades. Par exemple, ici, dans les services, ici, si tu regardes les services, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, par exemple, on n'appelle pas directement les services, mais typiquement, on passe par des façades qui elles-mêmes utilisent des intercepteurs et des validateurs et la couche d'autorisation, etc. Donc, c'est une petite architecture qui doit être respectée. Et si on ne lui spécifie pas ça, eh ben, ça va être un gros bordel. Donc, pour le coup, en lui spécifiant ça, et moi j'ai fait les tests, il te génère exactement ce que tu lui as demandé. Alors, je ne veux pas te faire toutes les rules ici, c'est pour te donner un petit peu quelques exemples. Tiens, là, on est sur quoi? On est sur la présentation. Qu'est-ce qu'on a sur les services ici, par exemple? Tu vois, sur les services, eh bien, je lui redéfinis ici ce qu'on a dans les packages. On a les façades qui exportent avec les interceptors qui permettent d'intercepter toutes les fonctions qu'il y a et y injecter en fait directement du logging, parce que dans une application full stack, on va pas faire du login comme ça à chaque fois dans chaque bout de code, loguer en debug, loguer en warning, etc. Ça, c'est le niveau, quand tu démarres, tu fais ça à la main, quoi. Quand tu as une application full stack un petit peu avancée, tu utilises des interceptors qui vont intercepter tes fonctions et qui vont injecter tout ce qui est logging en fonction de ton niveau de debug, etc., etc. Ensuite, on lui spécifie l'autorisation, les règles de permission, comment on fait de la validation des schémas au niveau du service, ce qui est différent aussi d'avoir des schémas au niveau des formulaires. Les gens, parfois, ont tendance ils ont un schéma ZOD en entrée au niveau formulaire. Eh ben, c'est le schéma ZOD qui va passer pour tout jusqu'à limite la base de données, c'est le même schéma. En gros, ce qu'il y a en entrée, c'est directement corrélé à ce qu'il y a en base de données. Du coup, nous, on veut avoir une décorrélation entre ces couches-là. Et donc, du coup, on a des validateurs qui sont au niveau service, qui isolent en fait la persistance et la présentation, par exemple. Tout ça, c'est défini. On lui explique tout ça, on lui donne des exemples, on lui donne comment on sanitize les fonctions, etc. Et ensuite, eh bien, derrière, il se débrouille. Donc ça, il me l'a généré. Je ne sais pas si tout est bon d'ailleurs. Tu lui files aussi des exemples de tests. Alors ça, c'est pas mal. Et du coup, il voit comment tu moques. Il voit ce que tu moques. Par exemple, ici, dans les applications full stack,
c'est un petit peu obligé de moquer, en gros, c'est un petit peu obligé de moquer l'authentification. Nextauth, tu le moques, tu lui injectes des users spécifiques et aussi tu moques la base de données. Donc par exemple, on lui explique aussi, et ça on le voit peut-être plus dans la couche persistance, par exemple, dans la persistance ici, eh bien tu vois qu'on lui précise peut-être, je ne sais pas si on l'a mis là quelque part, on lui précise que eh bien, on moque la base de données dans les tests d'intégration. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Il faudrait que je revoie ça. Mais en gros, l'idée, c'est de lui dire, bah voilà, nous, on fait des... Alors, c'est peut-être dans la partie service, mais par exemple, on lui dit, on va moquer des tests, on va moquer l'accès au repository persistance base de données quand tu fais des tests unitaires niveau service. Mais quand tu vas faire des tests d'intégration, eh bien, tu vas te connecter sur une vraie base de données avec une URL différente. Ou sinon, on va utiliser test conteneur et faire des tests dockerisés, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est pour te montrer que tous ces choix techniques-là, on va pouvoir lui spécifier ici. Et après, il va pouvoir fonctionner, il va pouvoir comprendre ce que tu fais. Et enfin, allez, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais filer quelques règles pour le monorepo et notamment aussi les règles pour le CI/CD, notamment qu'on utilise Husky pour lorsqu'on commit push et que on lui explique un peu comment on utilise que notre CI/CD il est sur GitHub Action et que qu'est-ce que je lui ai dit, je sais plus ce que je lui ai dit. Les règles de lintage et notamment qu'on a nos scripts aussi de migration en fait directement dans l'intégration continue. Ça veut dire que quand tu vas faire des évolutions sur ton schéma avec Drizzle ou Prisma, si tu as un Prisma, tu vas rajouter des nouveaux champs, des choses comme ça et que tu as des migrations à appliquer. La méthode un petit peu bancale, c'est d'aller faire toi-même tes scripts et exécuter des scripts de migration. Bon, ça, c'est marrant 5 minutes si tu as un petit projet, mais si tu travailles sur des projets un petit peu plus costauds, eh bien, ces scripts de migration, ils doivent être intégrés à l'intégration continue. Et en gros, bah là, tu lui spécifies, tu lui dis, bah voilà, dès que j'ai des nouveaux schémas, eh bien, dans l'intégration continue, eh bien, on doit rajouter ces scripts de migration. Alors, j'en ai pas eu encore besoin, mais j'anticipe déjà les besoins futurs. C'est par exemple, je rajoute une nouvelle application dans mon monorepo. Du coup, nouvelle intégration continue, nouveau script de migration Drizzle. Eh bien, il va être capable, quand je vais lui demander de me générer en gros les fichiers de description de GitHub Action, il va avoir tout ça. Et normalement, s'il n'est pas trop con, et normalement il n'est pas trop con quand on lui donne des bonnes instructions, eh bien, il va pouvoir me générer tout ça. Donc voilà un petit peu pour comment j'ai configuré ça. Alors là, ça a été fait un petit peu à la va-vite. J'ai découvert ça, je voulais le rajouter à la vidéo, donc c'est pas tout à fait carré. Mais c'est vraiment quelque chose que, pour l'avoir testé là quelques jours, c'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire. Ça veut dire, essaye d'avoir ta propre architecture, enfin en tout cas celle-là qui te plaît en fonction du projet. Tu n'es pas obligé de faire un truc de ouf, mais quelque chose qui est validé par toi-même, c'est-à-dire c'est comme ça que tu vois ton architecture. Une fois que tu as défini cette architecture, tu peux la passer à ChatGPT ou à Cursor et tu lui demandes de te générer ces règles spécifiques. Tu lui donnes un formalisme, tu vas voir sur la doc, il va te générer ces règles-là. Tu les valides bien sûr pour pas qu'il génère des trucs bizarres. Et ensuite, tu lui donnes à Cursor et derrière, tu vas voir qu'il va te générer des choses aux petits oignons et il va arrêter de te faire tourner en bourrique. Comme moi, là, ça m'est arrivé les derniers mois parfois et au bout d'un moment, je switchais entre ChatGPT, Claude, Cursor, machin parce que justement, il me faisait tourner en bourrique. Et depuis que je lui ai mis ces règles-là, clairement, je ne tourne plus en bourrique. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si tu souhaites aller plus loin sur ces sujets-là, tu peux rejoindre ma newsletter. Dans la bio, je partage régulièrement des conseils pour les personnes qui ont envie de devenir développeurs full stack, pour apprendre le code, pour se reconvertir, pour devenir freelance, bref, tout ce qui est lié à l'environnement des développeurs, monter des SaaS, etc., le business en ligne, tout ça. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.